Les clauses habituelles du contrat de travail, il n'y a absolument pas de scoop. C'est l'identité des parties, la date d'engagement, le lieu d'exercice du travail, la qualification professionnelle, la nature de l'emploi, la rémunération et l'obligation parfois de respecter le règlement de l'intérieur de l'entreprise. Nous, en fait, dans les contrats de travail qu'on fait au cabinet, on fait toujours le lien avec le règlement intérieur parce que après, quand on a un problème disciplinaire, le salarié, s'il dit « j'ai pas vu le règlement intérieur », si vous avez signé un contrat de travail où il est fait mention du règlement intérieur. Les clauses par lesquelles le salarié renonce par avance à un droit légal, donc ça, c'est pas possible. Ça a été à la mode à un moment, on prédétermine une cause de licenciement. Si tel objectif n'est pas atteint, eh bien, vous serez licencié automatiquement. Mais ça, ce n'est pas possible parce que le salarié, le fondement juridique, il est là. Le salarié ne peut pas renoncer par anticipation, quelque part, à contester son licenciement. Une chose est d'accepter les objectifs, mais on ne peut pas dire, si j'atteins pas ça, je consens par avance à être licencié. Ça, ce n'est pas possible, c'est ce genre de clauses. On voit bien des clauses qui sont interdites par l'ordre public, c'est-à-dire, l'ordre public, ça veut dire que les parties ne peuvent pas décider autre chose. Vous avez un salarié sur lequel vous investissez en formation quelque chose d'assez majeur, vous faites un investissement en formation après avoir recruté le salarié, et alors qu'il est super formé, que vous l'avez envoyé à l'ESSEC pendant 1 an et qu'il vous a coûté un bras, et bien là, une fois qu'il est bien formé, qu'il est opérationnel, qu'il va bosser pour vous, il vous dit « Ah, mais je vais chez le concurrent ». Eh bien, ça, pour l'employeur, il peut se prémunir de ça par une clause de délit-formation. Il faut que cette clause de délit-formation soit prévue avant que le salarié aille en formation. La clause de cession, donc ça c'est exemple cadre dirigeant, on pourrait imaginer que mon compagnon de route Danae ait une clause de cession, c'est-à-dire qu'elle s'est engagée avec un avocat qui s'appelle Cyril Cambon. Si Cyril Cambon va à un autre avocat, elle a le droit, par son contrat de travail, parce qu'elle a prévu une clause de cession, de rompre son contrat de travail avec l'indemnité de licenciement, puisqu'il y avait un fort, là on reprend la notion juridique d'intuitu personnel, mais vis-à-vis de l'employeur. La clause de mobilité et la clause de non-concurrence, c'est les deux plus rencontrés possibles. Et là aussi, au nom de l'intuitu personnel, au moment où vous signez un contrat, si la clause de mobilité, vous sentez que, pour les salariés, vous sentez que c'est le siège éjectable, eh bien vous refusez de signer la clause de mobilité. Il vaut mieux pas prendre le contrat parfois que prendre un contrat avec une clause de mobilité, parce qu'après c'est simplissime. Pour se débarrasser du salarié, une fois qu'il est bien installé dans sa vie, eh bien on lui dit maintenant tu es muté à Quimper. Si le salarié refuse, on peut même le licencier pour faute grave, puisqu'il n'honore pas une disposition de son contrat de travail. Alors souvent c'est une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais sinon on peut aller facilement jusqu'à la faute grave. On peut revoir cette clause, et d'ailleurs côté employeur, il faut la revoir tout le temps, puisque la condition d'effectivité de la clause, c'est qu'elle soit précise dans la zone géographique d'application et au sein d'un même employeur. Alors, petite question par rapport au rattachement. Un salarié rattaché à un siège social qui est à Paris, par exemple. Comment la mobilité se passe? Elle dépend du site de rattachement ou du lieu? Non, le site de rattachement, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de notion juridique. C'est le lieu d'exécution du contrat de travail qui compte. Donc, si le salarié en question est amené à bouger, on comprend que son lieu d'exécution est itinérant, mais si officiellement il a son lieu de travail, on va dire son bureau et tout ça, par exemple à son domicile plutôt qu'à Paris, eh bien on peut dire qu'il est, par exemple si c'est à Narbonne, il est à Narbonne, son lieu de travail est à Narbonne, même s'il est rattaché administrativement à Paris. Ça aussi, c'est une grande force du droit du travail, même si parfois on est dans des constructions théoriques, c'est que c'est comme le droit pénal, on dit que les juges sont saisis in rem par rapport à la chose. Donc ça veut dire que il faut regarder la réalité du terrain. C'est le terrain qui compte plus que les grandes théories et les grands principes. Donc, pour moi, il faut nommément désigner les établissements, et c'est pour ça qu'en fonction de l'évolution de l'entreprise, chaque fois, il faut faire signer des avenants correspondants. La clause de non-concurrence, on ne peut pas s'amuser à faire une clause de non-concurrence parce que tout d'un coup, ça nous chante. On voit qu'il faut qu'elle soit indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise, et il faut qu'elle soit limitée dans le temps, limitée dans l'espace, et qu'elle tienne compte des spécificités de l'emploi du salarié, et qu'elle prévoie une contrepartie financière.
S'il n'y a pas toutes ces conditions réunies, la clause de non-concurrence est illicite.